Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce webinaire numéro 6 d'une série qui a démarré en septembre 2023. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir répondu favorablement à cette invitation. On va vous parler un peu de l'ensemble des sujets qui vont toucher l'assurance. On va démarrer sans plus attendre. Je vous rappelle qu'il y a un replay, bien évidemment, qui sera proposé. Vous avez la possibilité d'interagir également. Vous avez le chat en bas à droite sur lequel, toutes les questions et tous les commentaires peuvent être posés. Bien évidemment, on fera le maximum pour pouvoir répondre à vos questions et vos interrogations. Et si toutefois ce n'est pas le cas, on vous reprendra individuellement derrière pour pouvoir le faire. On est 45 minutes ensemble. On va parler cette fois-ci d'un marché qui nous intéresse toutes et tous dans le secteur des finances et de l'immobilier, c'est le marché de l'assurance emprunteur. On va vous détailler les acteurs clés, les données chiffrées importantes, les nuances des différentes offres et puis peut-être une tendance internationale. Pour ce faire, il fallait qu'on ait un big boss, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais le must des must qu'on pourrait trouver dans le cadre de l'assurance emprunteur. Il a sauté du lit avec 39 de fièvre. Je te remercie beaucoup. On m'a invité Christophe Groas. Merci Christophe. Bonjour à tous. Pardon, j'ai coupé mon micro sans le vouloir. Oui, pardon pour la voix. Il reste des dégâts un peu et pour la pâleur, là, je vois que tu as une belle couleur bien naturelle. Moi, pardon, mais je ne suis pas très en forme. Mais je suis ravi d'être avec vous. Donc, moi, j'ai un passé de courtier en crédit et de courtier en assurance emprunteur. Donc, j'ai eu des clients devant moi. Si je vois qu'il y a quand même pas mal de courtiers en crédit ce matin, des banquiers, enfin, on est nombreux de la profession. Et aujourd'hui, je travaille donc chez un gros Digital Insure, qui est un grossiste gestionnaire, qui permet d'avoir une vision de l'assurance emprunteur pas trop manichéenne, pas trop orientée, puisqu'on a des clients qui sont des banques, on a des clients qui sont des assureurs, on a des clients qui sont des courtiers en crédit ou en assurance ou les deux. On a des compagnies qu'on appelle des mutuelles sans intermédiaire. Bref, on a une vision assez neutre. La plupart des articles que vous voyez dans la presse ne le sont pas. Les journalistes ont rarement la compétence technique suffisante pour écrire des choses justes. Et du coup, il y en a un qui les influence, qui passe, qui dit un truc et c'est répété. On va essayer de ne pas rentrer dans ce genre de choses avec des vilains banquiers et des gentils acteurs de l'externe. Tout le monde veut gagner de l'argent et créer de la valeur. Et on essaiera de vous expliquer un peu pourquoi et comment. Merci Christophe, c'est la raison pour laquelle on a souhaité t'inviter et merci d'avoir répondu présent. On va peut-être démarrer pour situer un peu la grandeur du marché, quel volume, le marché de l'assurance emprunteur en France, ça donne quoi les dernières années, est-ce qu'il y a une évolution et cette année, quelles sont les tendances? Alors, on se parle spécialement, je vais répondre sur l'assurance emprunteur des crédits immobiliers, hein, que je connais bien. J'interviens pas en crédit conso ou peu. Donc, sur l'assurance du crédit immobilier, euh, alors d'abord, si on se situe du point de vue du consommateur, du client, celui qui l'a souscrit, c'est très souvent la seule assurance sur la vie humaine du foyer. Quand ils sont en accession à la propriété, c'est très rare que si par exemple tu as souscrit une assurance pour 300 000 euros, de crédit immobilier et quelque part de force parce que tu as bien voulu ton appartement, il a bien fallu faire un crédit, il a bien fallu prendre une emprunteur. C'est très rare que tu sois allé chez l'assureur derrière en disant bah tiens, je vais en prendre encore plus. Bon, souvent c'est la seule. Donc c'est capital et très important que les gens soient bien couverts. Euh, la taille du marché, c'est une petite sécurité sociale privée, mine de rien, ça fait entre 9 et 10 milliards d'euros. On va avoir les chiffres de 2023, c'est une estimation à 9,5. Pour 2023, 9,5 milliards d'euros de primes et 4 milliards probablement de sinistres payés. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une économie. 4 milliards, c'est énorme en euros, surtout que c'est que sur une partie de la population, on va dire la grosse moitié qui est propriétaire. Hein. Donc, 4 milliards dirigés vers une moitié de la population, c'est hyper important. Et c'est une raison d'accéder à la propriété en réalité. L'existence même de cette assurance, c'est une raison d'être propriétaire. On a parlé l'année dernière avec le débat sur les retraites de l'importance d'être propriétaire et de ne plus payer de crédit à la retraite pour pallier à la baisse des revenus. Mais j'ajoute qu'il y a une importance bien supérieure parce qu'il y a des tas de gens qui vont vivre des aléas, malheureusement, et y compris pour certains, ce sera fatal. Si on peut laisser à la famille derrière un bien qui est fini de payer, c'est quand même tout autre chose. Si on peut accompagner un arrêt de travail, c'est tout autre chose. Donc voilà, tu as un marché d'à peu près 9 milliards et demi. Pour répondre à ta deuxième question, qui ne fait que croître, malgré, on le verra tout à l'heure, que les prix baissent, bien que les prix baissent, pardon, en français, il ne fait que croître parce que vous avez vu, ceux qui travaillent dans le crédit immobilier, à quel point le nombre de prêts a beaucoup augmenté. Donc, l'encours de crédit immobilier est à un niveau record à 1200 milliards de mémoire sur fin 2022 et mi-2023 pour les dernières publications. Forcément, eh bien, ça a poussé
ce marché vers le haut. Voilà pour situer les grands écarts. On se parle de 9,5 milliards de primes et un peu moins de la moitié en sinistre. Ok, les tendances pour 2024, en fait, c'est très lié quand même au marché de l'immobilier en réalité. Alors, en affaires nouvelles, oui. Après, comme là, je viens de te donner des chiffres qui sont des encours. L'encours, il évolue quand même assez peu, c'est-à-dire que comme le marché immobilier s'est un petit peu paralysé avec les problèmes de taux d'usure que le marché a connu l'an dernier, il y a eu aussi moins de ventes et donc moins d'attrition du portefeuille. Donc, sur une seule année, ça bouge, ça n'aura pas un effet mécaniquement très fort. En revanche, oui, pour l'avenir, forcément, on commence à démarrer un moindre remplissage quelque part de la baignoire alors qu'elle va recommencer à se vider. Alors, on va parler dans le deuxième sujet des acteurs clés qui façonnent le marché. Ce qu'on sait par contre, c'est que c'est un élément indispensable qui intéresse énormément les entreprises. C'est un élément sur lequel il y a une véritable valorisation au niveau de l'entreprise, les fonds d'investissement, les banques, dans les bilans, le PNB. On est d'accord qu'il y a des enjeux qui sont considérables sur le plan commercial et financier. Considérable parce que c'est un marché qui a. D'abord, c'est un marché de 9 milliards. Il n'y a quand même pas beaucoup de marché de 9 milliards. C'est un marché de 9 milliards et qui est un marché obligatoire. D'accord? Ça veut dire que tu ne peux pas décider tout seul que ton crédit immobilier ne sera pas assuré. C'est si par exemple tu as un problème de santé et que par exception, la banque va en déroger 2 ou 3%. C'est si tu as nanti un gros capital à côté pour faire ton crédit, mais la réalité, c'est que c'est un gros marché. C'est un marché obligatoire. C'est un marché sur lequel on n'a pas trop de surprises avec le risque. Hein. Le marché de la prévoyance, l'emprunteur d'ailleurs ça n'existe pas, hein, c'est de la prévoyance et en termes de marketing on appelle ça de l'emprunteur, il est hyper instable. On se fait régulièrement surprendre quand on couvre des travailleurs non salariés, quand on couvre, etc., différentes professions, on a des contrats qui font des pertes. En assurance emprunteur, on ne connaît pas de contrats qui font des pertes, sauf un gros décès dès le début. Donc oui, il y a une économie très forte et surtout, il y a une maîtrise du risque qui est très, très, très linéaire dans le temps, qui ne surprend plus personne. Et donc ça rapporte parce que tu amènes du recurring revenue, tu amènes de la visibilité et pas beaucoup de sueur froide en réalité sur le pilotage du risque. Donc oui, dans les banques, le PNB enfin, l'assurance emprunteur participe vraiment. On peut avoir vu certaines années, certaines banques régionales avoir un effet de calque entre la marge nette en assurance emprunteur et le résultat. J'ai déjà vu ça dans ma carrière. On se parle de petites banques régionales, mais quand même, c'est pas rien. Chez des courtiers en assurance, chez des agents généraux, chez les courtiers en crédit, ça peut prendre 10, 15, 20% du chiffre d'affaires. C'est assez important. Et l'autre intérêt de l'assurance emprunteur, c'est que c'est le temps long. Tu captes ton client et s'il garde son crédit 25 ans, bah toi, tu vas le garder 25 ans. Et pour un agent général, pour un banquier, évidemment, hein, en premier plan, hein, ce sont évidemment eux les acteurs, on reviendra sur les acteurs, bah, avoir une relation commerciale et de la valeur créée sur aussi longue durée, c'est super. Cette notion de récurrent, effectivement, qui intéresse, il y a l'entrée en relation, mais ensuite, il y a toute la récurrence qui fait la valorisation, bien évidemment, et qui intéresse tout le monde. Tu nous as cité quelques acteurs du marché. Peut-être qu'on peut balayer les principaux acteurs du marché. On a vu, on a parlé de compagnies d'assurance, de courtiers, de banques, on voit des agences, des plateformes, des réseaux de mandataires maintenant. Il y a même du MLM spécifique sur l'assurance. Il y a une vraie compète, en fait. Ouais, il y a énormément d'acteurs et je vais répondre à ta question sur les acteurs, mais d'abord, à sa conséquence, c'est que ce matin, là, à l'heure où on se parle, il y a 100 contrats d'assurance sur le marché minimum. Je fais ce métier depuis 25 ans. Je pense que si on les avait comptés il y a 25, et je ne sais pas, je verrai si on peut le faire a posteriori, mais je pense qu'il y avait 15 offres en fait. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les banques, elles ont plusieurs offres. Enfin, je veux dire, oui, il y a vraiment eu, et on peut peut-être faire un petit passage sur l'évolution réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle loi sur l'assurance emprunteur à peu près tous les quarts d'heure. Et donc, mécaniquement, ça donne des points d'entrée ou des perspectives de points d'entrée à certains. Mais très clairement, oui, il y a du monde. Ceci étant dit, l'acteur, et c'est normal, hein, l'acteur clé principal, parce que tu as parlé des banques, puis tu as parlé des compagnies, mais aujourd'hui, quand tu es un banque assureur de premier plan, bah, tu es les deux. Et du coup, forcément, les banques assureurs, dans le groupe Crédit Agricole, dans le groupe BPCE, dans le groupe Crédit Mutuel CIC, pour prendre les trois mutualistes par exemple, mais c'est la même chose chez LCL, chez SG, chez BNP, c'est complètement normal
que ces gens-là captent énormément de valeur. D'abord, c'est leurs clients. Ils sont dans des modèles intégrés et de la distribution et de la gestion du risque, etc. Ils sont intéressés par les deux bouts de la chaîne parce que s'il y a un risque de sinistre, il va y avoir une dépense d'un côté, mais qui va protéger l'encours de crédit de l'autre. Donc, le rapport là, du CCSF, qui est le comité consultatif du secteur financier, n'hésitez pas à poser vos questions et surtout s'il y a un acronyme non traduit qui échappe pour ceux qui ne connaissent pas bien, a publié un rapport d'analyse des dernières évolutions réglementaires et qui disait qu'à peu près 70-72% de la production nouvelle de 2023 avait été assurée par des banques assureurs. Voilà. Donc là, tu as l'acteur phare, clairement, c'est le banquier qui est aussi assureur à travers de sa captive. Après, tu as différents types d'acteurs. Tu as des courtiers en crédit quand même, qui pour moi sont le deuxième acteur, même si on a du mal à mesurer tout ça, parce que les stats, quand on est courtier, les stats des uns sont dans les stats des autres. Hein. Donc pas hyper facile de regrouper. Mais je dirais que tu as un petit 15% de la délai qui doit venir de là. Et ensuite, tu as les assureurs par leur réseau d'agents généraux. Hein. Tous les agents généraux ont une offre d'assurance emprunteur. Alors, pas toujours avec le même objectif que ceux qui veulent créer de la valeur. Ça peut être des objectifs de fidélisation, de vente additionnelle, etc. Mais clairement, ça fait des années qu'un réseau comme Allianz en vend beaucoup. Ça fait, la Generali, c'est pareil. Voilà, ces gens-là font de l'assurance emprunteur. Après, tu vas avoir des pure players, tu vas avoir des Magnolia, qui sont des acteurs que tout le monde connaît ici, qui ne font que ça, qui font de l'assurance emprunteur sur Internet depuis des années, qui ont des bons référencements Google, etc., et qui vendent beaucoup d'assurance emprunteur en direct. Mais voilà, je pense qu'on a là le gros des acteurs, quelques mutuelles de la fonction publique qui en ont historiquement fait. Alors là, il y a un petit mouvement d'éviction de ces acteurs-là, notamment du fait de la digitalisation, mais je pense que là, on a le paysage. 70% des banques, je pense. Enfin, je pense pas, c'est un truc de marché. Je pense, pour le courtage en crédit, ça c'est plus difficile à évaluer, environ 15. Et les compagnies et les pure players, le reste. Hein, c'est-à-dire un autre ticket d'environ 15. Ok, très clair. Donc ça c'est ce qu'on identifie sur le marché. Ensuite, en fonction des profils, en fonction des personnes à assurer, est-ce qu'il y a des secteurs, des CSP qui sont plutôt attirés par le web, ils sont plutôt attirés par une relation de proximité avec des intermédiaires et là ils cherchent la bonne opération dans les meilleures conditions, ou est-ce que on est plutôt avec son banquier? Ça serait quoi les tendances vues de ta fenêtre, Christophe? Alors, déjà, peut-être une première tendance par-dessus le profil, c'est primo-accédant, secondo-accédant, l'expérience. J'ai 25 ans, c'est la première fois que je veux faire un crédit. Bah, je connais rien à rien en fait. Je ne sais même pas trop comment ça marche, que ce soit les garanties du prêt, les garanties au sens caution ou hypothèque, et puis les garanties côté assurance emprunteur. Et donc là, tu vas avoir effectivement un guidage très fort du premier qui va parler au client. Et donc, des choses très différentes selon que c'est un banquier ou un courtier. Hein. Si c'est Meilleur Taux ou Prétaux ou All-in ou Artemis qui parle le premier, bah, c'est pas pareil que si c'est la caisse d'épargne du coin, tu vois, c'est vraiment extrêmement différent. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Après, tu as raison. On a quand même, effectivement, et d'ailleurs, dans le rapport CCSF, c'était cité, une surreprésentation des cadres dans la délégation. Et là, il y a plein de choses derrière ça. Il y a bah, la connaissance, le conseil, c'est quand tu as des CSP1, tu as des gens qui sont un peu plus entourés, qui sont un peu plus éveillés, intéressés à certains sujets, qui vont venir eux-mêmes chercher de l'information sur Internet, d'accord. Et donc oui, là, tu vas avoir une entrée par là. Tu as ceux qui cherchent le prix, et ça, tu vas te retrouver sur un comparateur, pas forcément lié à une CSP. J'ai l'habitude de tout négocier, je vais sur un comparateur pour voir si je peux trouver moins cher. C'est pas dit que ce soit plus CSP1, c'est-à-dire les cadres, qu'autre chose. Sur le mode de consommation, bien sûr que l'Internet, là, est encore un peu lié à des CSP plutôt plus. Mais vraiment, je dirais que pour moi, la segmentation principale en réponse à ta question, je la verrais plus autour de l'expérience. C'est la 5e fois que je fais un crédit. C'est la toute première fois. J'ai 48 ans, j'ai 24 ans. Pour moi, c'est complètement différent dans l'approche. Hein. Et sachant que tout le monde fait des efforts pour bien segmenter les offres, parce que ça, c'est quelque chose dont il faudra qu'on parle, et j'imagine que tu as des questions sur le tarif, mais les offres sont de plus en plus segmentées de toute façon, de plus en plus faites pour s'adapter à la population. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Très clairement, et on reviendra sur la subtilité des offres en fonction des différents profils, justement, et des personnes à risque, quel choix et comment on peut opérer dans ce monde-là. Ce qu'on peut voir par contre, c'est que il y a un gros marché, il y a un gros volume, il y a des concurrences, il y a des acteurs clés qui sont là.
On le voit très nettement en réalité quand on travaille dans ce secteur d'activité. À l'heure actuelle, pour des mêmes garanties, voire des garanties supplémentaires par rapport à ce qu'on avait dans le passé, on a une tarification qui est largement en baisse. Oui, et ça, clairement, c'est l'impact. Donc, il y a une des lois sur l'assurance emprunteur qui était, de mémoire, la loi Hamon en 2014 et qui était dans un paquet législatif qui s'appelait loi pouvoir d'achat. Donc, très clairement, il y a un régulateur qui est venu pour ça, qui a tenté de libérer ce marché sous la pression des acteurs de l'individuel, euh, clairement pour baisser les prix. Et ça, clairement, c'est réussi. C'est-à-dire que oui, les prix ont énormément baissé. Quand j'ai démarré ma carrière, mais on n'a pas dû démarrer à des années très éloignées, on a connu des contrats groupes à 0,432, 0,432% du capital initial pendant toute la durée du crédit. Quand on est deux, ça donnait du 0,864 pour être en couverture 100% monsieur, 100% madame. Bon, c'est plus trop le thème là, hein. C'est plus trop le prix moyen. Les prix moyens ont énormément baissé. C'est surtout très segmenté. Les contrats individuels eux-mêmes, hein, un des principaux contrats individuels du marché et un des principaux contrats de Digital Insure ont tous deux baissé de 40% sur la CSP cadre depuis 2017. C'est-à-dire que là, en 5-6 ans, on vient de voir un mouvement de baisse des prix qui est hyper important, que là, malgré la hausse des taux d'intérêt, le mouvement n'arrive pas à se freiner. Chaque produit qui sort est moins cher que le précédent. Donc oui, sur le sujet de la baisse des prix, c'est une réussite. Après, c'est l'histoire qui dira si c'est une réussite heureuse ou malheureuse pour le client. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que si vous interrogez vos entourages, je crois que personne ne connaît le prix d'une assurance de prêt. Personne n'est capable de dire. Là, j'ai une tablette sous les yeux, une tasse, une bouteille, des pastilles pour la gorge. Je pense que tout le monde a une idée du prix que ça coûte, tous ces objets-là qui sont devant moi, à peu près. Une assurance de prêt, je pense que c'est rien du tout pour personne. Et donc, on a une concurrence qui est liée aux acteurs, alors que le client, tout ce qu'il veut, c'est que si son mari ou sa femme décède, c'est que le crédit soit terminé. Voilà, on verra si c'est une histoire heureuse ou pas. Il faut faire un petit peu gaffe. Là, on commence à arriver à des moments où les prix baissent vraiment beaucoup et il ne faudrait pas que ça se retrouve demain sur les sinistres. Tu parlais de 0,432 et tu viens de dire attention quand on a le mari ou la femme qui décède. Juste une petite anecdote, mais on a démarré en même temps, Christophe, dans les années 2000. Une de mes premières clientes, elle travaillait aux Galeries Lafayette et elle avait eu la chance de pouvoir, je lui avais trouvé un financement à Royan pour sa résidence locative qui devenait sa principale à sa retraite. Donc 2 ans après, elle est partie à sa retraite et malheureusement, un mois après sa retraite, son mari est décédé. Et là, effectivement, on a vu tout l'impact. Elle n'avait pas les moyens de garder sa maison et l'assurance est intervenue. Et bien évidemment, elle s'est retrouvée dans une situation qu'elle n'aurait pas souhaité, mais elle est restée propriétaire de sa maison. On voit vraiment qu'il y a un gros intérêt sur le sujet. Il y a la tarification, effectivement, les gens s'en souviennent ou pas, mais c'est tellement important dans la vie des emprunteurs qu'il faut être extrêmement attentif. Mais je pense que les pouvoirs publics aujourd'hui sont vraiment très attentifs sur la garantie. Ils sont de plus en plus regardants. On va pas rentrer, je vais pas rentrer dans la subtilité des offres, c'est plutôt toi qui vas le faire. Globalement, on peut parler de, généralement, dans le monde du courtage, on dit il y a l'assurance individuelle et l'assurance groupe, versus ce qui peut se faire en dehors des banques ou dans les banques. En fait, c'est un peu une utopie tout ça, Christophe. Il y a une grosse assurance groupe dans laquelle il y a différentes subtilités, différentes modalités, non? Exactement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'assurance, pour être individuelle, il faudrait qu'elle ait un numéro de police à chaque fois. D'accord. Or, si un acteur de l'individuel vend un contrat, ils vend toujours le même numéro de police parce que dans les deux cas, que ce qu'on appelle le contrat groupe bancaire ou le contrat individuel, qu'il soit bancaire ou d'un autre acteur, ce sont tous les deux juridiquement des contrats collectifs ouverts à adhésion facultative. Et la différence, c'est que certains ont pris le parti de mutualiser la tarification, d'accord, pour que tout le monde paye le même prix, quelle que soit l'évolution, quel que soit son. Alors maintenant, il y a des segmentations par classe d'âge quand même à peu près partout pour réduire les écarts, mais quelle que soit la profession, quels que soient les sports pratiqués, etc. Et les autres, de l'extérieur, comme ils arrivent sur un énorme marché et qu'ils se disent, si j'arrive à en faire 50 000, 100 000, c'est génial, du coup, ils viennent choisir leurs risques et donc ils ont des tarifications très agressives sur des tout petits segments de la population. Et c'est ça ce qui contribue à entretenir l'impression d'une différence, mais juridiquement, il n'y en a aucune. On est en contrat collectif ouvert à adhésion facultative. Je pense que le dernier vrai contrat individuel
Pardon, on va avoir de la chance si ma voix va au bout de l'émission. Il faut que tu tiennes encore 20 minutes, Christophe. Il Sinon, commence on à a y un avoir beau un vrai, scoop en direct. il commence à y avoir un vrai suspense dans ma tête là, sur les 20 minutes. Je pense que le dernier vrai contrat individuel du marché, c'était un contrat de Genworth il y a 15 ans, où tu avais un numéro de police à chaque souscription. Hein. Mais donc voilà, oui, c'est utopique. En tout cas, c'est faux juridiquement. Ça n'existe pas, il n'y a pas de différence. C'est vraiment le mode de tarification qui dit quoi? Qui dit la cible. Le banquier, lui, il veut tout le monde, donc il est en contrat mutualisé. L'assureur individuel, il est de l'extérieur, donc il vient chercher. Euh, euh, Tu en as même qui viennent chercher des cadres avec des prêts d'un certain montant. Tu vois? On fait ce qu'on veut maintenant avec les outils qu'on a à notre disposition. On peut poser 1000 questions pour diriger le tarif là où on a envie de vendre. Voilà. En tout cas, là où l'assureur a envie de vendre. Moi, j'ai tout le Et temps. l'emprunteur dans tout ça, il faut quand même qu'il puisse naviguer. Alors souvent, il est aidé par les partenaires bancaires, par les courtiers, par les assureurs, etc., etc. Il a quel outil, lui, pour pouvoir comparer et faire son choix? Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, les acteurs, les intermédiaires, eux, comment ils travaillent aujourd'hui? C'est quoi les tendances, justement, en fonction des profils qui arrivent pour pouvoir orienter et trouver le bon produit et la bonne solution? Alors d'abord, il y a beaucoup d'offres sur le marché, ce qui permet, encore une fois, pour la plupart des acteurs, d'avoir plusieurs offres à disposition qui permettent de répondre aux besoins. Mais il faut commencer par rappeler que depuis qu'on a eu les fameux critères dits CSF, donc du comité consultatif du secteur financier, où tout le monde s'est mis d'accord sur ce qu'est, et j'avais participé à ces travaux d'ailleurs à l'époque pour une des associations, et en fait l'idée c'était, c'est quoi l'équivalence de garantie? On dit, monsieur le banquier, vous êtes obligé d'accepter un contrat équivalent, et au début il y a eu un petit réflexe des banques de dire, bah non, ok, là le type il est chauffeur de taxi à Brest, mais s'il va en montagne au-dessus de 3000 mètres, comme le contrat qu'il propose là, il n'est pas couvert, il n'est pas couvert, bah, moi je dis que c'est pas équivalent. Moi, j'ai pas cette limite dans mon contrat. Pourtant, le massif armoricain à Brest, il fait rarement 3000 mètres à ma connaissance. Hein. Mais on avait des pratiques comme ça. Donc tout le marché s'est mis vraiment autour de la table en disant qu'est-ce qu'un critère d'équivalence? Ok. Euh, et du coup, depuis, il se passe quelque chose, c'est que tout le monde vend la même chose. Parce que c'est évidemment la banque qui donne le là, sans faire la pub de ceux qui utilisent ça pour faire la leur, mais c'est la banque qui donne le là en disant, bah voilà, moi, en phase d'un crédit immobilier, j'ai besoin de telle et telle et telle garantie. Du coup, les acteurs vendent la même chose. Donc, du côté du client, j'ai envie de te dire, c'est très probable qu'il y ait des tas de clients qui, chaque jour, souscrivent des trucs qu'ils n'ont pas compris. Et en même temps, c'est pas bien grave. Pour la plupart des banques, en face d'un socle commun. D'accord. On peut dire après quelques garanties qui sont vraiment intéressantes et qui sont vraiment des plus, des définitions aussi, puisqu'on a une abolition de la sélection médicale sur les dossiers de moins de 200 000 euros, sous certaines autres conditions. Mais en gros, quand même, on ne voit pas beaucoup de bêtises de conseils sur l'assurance emprunteur en France. Tu vois, c'est pas comme l'épargne, la santé, la prévoyance, où il y a des amendes, où il y a vraiment des erreurs, où il y a vraiment des clients lésés. Bon, en assurance emprunteur, bien sûr, il y a 30 millions de contrats en cours. Alors évidemment que tous les ans, il y a quelques affaires, mais c'est très mineur, c'est très minoritaire. Le client, je le trouve sur le marché français aujourd'hui. Enfin, je veux dire, si là, il y a des gens qui sont venus là en tant que clients, il y a assez peu de lieux d'avoir d'anxiété particulière parce qu'il y a une belle sécurité générale. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a peut-être que le chat va s'affoler parce qu'on va trouver autant d'exceptions qu'on va vouloir et j'ai une carrière suffisamment longue pour en avoir vu, mais globalement, pour te répondre, c'est quand même assez safe. Et comment les intermédiaires travaillent, écoute, beaucoup avec des comparateurs, hein, si l'intermédiaire c'est un courtier, beaucoup avec des comparateurs, avec des marketplaces comme la nôtre ou celle de nos concurrents. Comme ça, ils ont affaire à des contrats qui répondent en permanence aux critères des banques. Et puis, ils vendent du prix. Voilà, très clairement, aujourd'hui, c'est un marché qui est en train de devenir un marché de prix. Nous, on observe bien dans nos comparateurs, hein, que ce soit des banquiers, des assureurs ou surtout des banquiers et des courtiers, parce que les assureurs se comparent rarement entre eux, mais c'est toujours le contrat le moins cher qui est pris. Quasiment dans 95% des cas, c'est le contrat le moins cher qui est pris. Et quand c'est pas le cas, c'est parce que le moins cher est une compagnie pas très connue. Alors bon, vas-y, on va prendre un truc plus connu. Mais ça travaille sur le prix dans des outils de comparaison. Toi, tu dis donc globalement, les gens ils sont plutôt bien assurés par rapport aux risques qu'ils peuvent encourir. Il n'y a pas de difficulté particulière. Ils ne paient pas globalement une tarification pour des assurances qui ne leur serviront pas et qui génèrent du surcoût.
Non, Ok. globalement pas en tout cas, hein. Après, on peut mettre le sujet du prix sur la table parce que derrière le prix, il y a les marges des différents types de contrats, des uns des autres, et cetera. Mais encore une fois, tout ça, c'est en train de se rapprocher en termes de prix, et en termes de garantie. Et non, globalement, il n'y a pas de. Je ne trouve pas que ce soit un marché sensible autour de la thématique du conseil. Encore une fois que j'ai dit ça, si tu es marin en pleine mer, et que tu fais du saut à l'élastique sans élastique, évidemment qu'il faut avoir un contrat spécifique, hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais globalement, oui, c'est un bon marché. Du coup, comme il y a quand même un peu de valeur, j'ai vu des captifs de banques notamment avoir des doctrines très, très couvrantes, c'est-à-dire évidemment la fausse déclaration qui est vraiment une arnaque, c'est-à-dire le type il sait qu'il va mourir, il souscrit un crédit avec de la sélection médicale, il ment partout et il y a vraiment des preuves flagrantes. Bien sûr que ça, c'est pas payé, c'est normal. Mais en revanche, dès qu'il y a un doute, le gros, le gros des assureurs va se dire que le type, il s'est pas mis mort pour pas payer son crédit, quoi. Hein. Là, on est bien d'accord. Et Mais donc, moi, ça couvre quand même plutôt bien. ok, parfait. Merci Christophe, c'est très clair. On a préparé cette réunion sans trop rentrer dans le détail parce que je veux garder de la spontanéité. Néanmoins, je voudrais rentrer dans quelques exemples. Tu m'as donné quelques exemples qui me semblaient assez intéressants, les spécificités. On a que des professionnels quasiment qui nous rejoignent et qui nous écoutent, soit en live comme c'est le cas à l'heure actuelle, soit en replay. Et je trouve qu'il y avait quelques subtilités intéressantes à un parcours. Et aujourd'hui, tu diriges une entreprise qui voit beaucoup de cas particuliers, de subtilités. C'est quoi les tips, c'est quoi les informations qu'on pourrait donner aux personnes qui sont présentes aujourd'hui? Bah, d'abord sur les garanties. Alors après, comme on ne connaît pas, je ne sais pas qui est là et donc quel est le profil majeur, mais euh, d'abord évidemment maintenant, c'est quasiment le cas partout. Euh, Ce qu'on appelle les maladies non objectives, c'est-à-dire les maladies avec lesquelles on peut tricher. Quand on dit que c'est pas objectif, c'est que c'est pas objectivable. Si tu dis, tu vas chez ton médecin, tu dis, mon patron est vilain, tous les jours il me harcèle, il m'insulte, machin, tu pleures et tu fais ça bien. Ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai. Je suis pas en train de dire que c'est jamais vrai, hein. Ça peut bien sûr être vrai, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Tu fais un beau cinéma, ton médecin il t'arrête, t'en arrêtes de travail, et au bout de 90 jours, tu as des contrats d'assurance emprunteur qui vont pouvoir payer. Et donc, là, les options de maladie non objectives, donc, qui sont le psy et le dos, le risque psychologique et le dos, ont souvent été assorties de conditions d'hospitalisation, c'est-à-dire ou d'opération. C'est-à-dire que notamment, il fallait être interné en psy, donc si c'était un problème psychiatrique. Et donc là, du coup, ça laissait une énorme marche entre bah, je sais pas, tu as perdu quelqu'un de très proche, tu pas bien, je peux quand même pas t'en vouloir, mais tu quand même pas besoin d'être interné pour te protéger toi ou pour protéger la société. Et il y avait un énorme trou de couverture. C'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, maintenant je trouve que les contrats sont bien couverts, c'est parce que notamment il y a eu l'avènement des maladies non objectives et qu'on trouve dans énormément de contrats, pour ne pas dire tous aujourd'hui. Et en tout cas, c'est disponible en option partout. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super. Parce que je suis désolé, tu perds un gamin, t'es pas bien pendant 2 ans, il n'y a quand même pas besoin de t'interner, et ça, avant, ça aurait pu ne pas être couvert. Donc ça, déjà, la première chose, cette option-là, il faut toujours la mettre. Pareil pour le mal de dos, ok, qui était avant, souvent, assorti d'une condition d'opération. Donc ça majore le prix par rapport à ne pas le faire. Mais les prix ont tellement baissé que déjà, c'est pas un sujet. Et de toute façon, le poids de l'assurance emprunteur dans la mensualité de crédit n'a jamais dépassé les 5-6%. Ok. On a entendu dire des choses complètement abracadabrantesques. Euh, L'assurance emprunteur, ça représente 50% du coût du crédit. Bien sûr, quand le taux de crédit c'était 0 ou 0,5, moi j'ai un crédit à 0,7 là sur cette maison, ah, ok, le coût du crédit, ça n'avait plus aucun rapport. C'était complètement, c'était pas raisonnable de dire ça. Et donc, même s'il faut payer un petit supplément, déjà les maladies non objectives. Et l'autre exemple qu'on a pris de mémoire, c'était l'invalidité permanente totale. Voilà. Bah, moi, j'habite près de Nantes, là, j'ai mes près de Nantes. Il y a un village qui s'appelle Trente-Mou, qui est un village de pêcheurs juste à côté. Comme c'est un village de pêcheurs, bah, c'était inondable hein, à l'époque de sa construction. Et donc, les maisons, elles ont 3 plateaux. Un dans lequel bah, tu peux entreposer des trucs si tu aimes le risque. Et surtout, tu accèdes à ton escalier pour aller dans les 2 autres plateaux. Prenons le cas d'une invalidité permanente totale. L'invalidité permanente totale, c'est à partir de 66% d'invalidité. Tu as vraiment du mal à te mouvoir. Si il y a la garantie invalidité permanente totale, c'est bien. Déjà, première chose. Mais si elle est payée en rente, c'est-à-dire tous les mois, le crédit est prélevé par la banque et l'assurance le rembourse, ou la capif de la banque rembourse direct la banque, peu importe qui paye, ok, super. Mais si tu te dis, bah ouais, mais c'est cool, mais
je ne peux plus monter en fait au deuxième étage ou au troisième, donc il faut que je la vende cette maison. Si on était sur un mode d'indemnisation de l'invalidité permanente totale en rente, quand je vais vendre le crédit, quand je vais vendre la maison, tu vois, ça va solder le crédit. Or, l'assurance emprunteur, c'est une prévoyance attachée au contrat de prêt. C'est sa seule. C'est le seul endroit où elle devient vraiment une assurance emprunteur. Sinon, ce serait une prévoyance pure. Et là, le drame, il se joue chez le notaire. Où le notaire dit au client, bah, monsieur Desma, je vais solder votre crédit. Ah bah non, 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 non. Fais pas ça malheureux, je suis assuré. Et le notaire, il dit, bah ouais, mais regardez le contrat, c'est mon obligation et c'est la vôtre aussi, car vous l'avez vous-même signé. Et du coup, il y a solde. Alors que si on paye en capital, si l'assureur il paye en capital le jour de la survenance de l'invalidité permanente totale, alors oui, euh, Ta vie a changé. la vie a changé. Je vais prendre une question à la volée parce que Ouais, on nous dit on va se faire l'avocat du diable parce qu'il y a toujours ouais. une astérix qui nous dit L'astérix, en fait, sur le fait de ne pas vouloir prendre en charge les garanties, etc. Très peu d'informations et on met toujours le petit astérix qui dit oui, mais tu as fait ça, donc ça annule la garantie. Généralement, sur la procédure, on ne communique que sur le décès d'un conjoint. C'est peut-être une méconnaissance, c'est peut-être un manque d'information, c'est un manque. Comment tu l'analyses, toi? Alors, d'abord, nous, comme on est grossiste gestionnaire et qu'on a une délégation de l'assureur pour payer le sinistre, déjà, on paye le sinistre et puis c'est pas notre argent. D'accord? Pour beaucoup du marché, c'est un grossiste gestionnaire qui est l'intermédiaire entre le client et la compagnie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de neutre au milieu qui ne va pas chercher l'astérix pour ne pas payer. Qui a un contrat avec l'assureur qui lui dit dans tel et tel cas, tu payes, dans tel et tel cas, tu me remontes le cas parce qu'il faut analyser, et dans tel et tel cas, tu ne le payes pas parce qu'il y a quelque chose de flagrant. J'ai jamais rien vu d'injuste dans ma carrière, et quand ça a été le cas, tu passes le coup de fil à l'assureur ou au réassureur qui partage le risque, et j'ai jamais vu de cas injuste durer. Okay, c'est-à-dire que on n'est vraiment pas du tout dans quelque chose comme ça. Il y a vraiment encore sur ce marché. Alors après, on verra où nous mène cette baisse des prix, hein, parce que je ne dis pas qu'il ne pourra pas y avoir plus d'interprétation, plus de sévérité demain. Mais ce matin, pour la question de Cyril, je voudrais dire que c'est quand même globalement plutôt pas vrai de dire qu'il y a une recherche. Après, il y a des acteurs qui étaient très connus pour ça, et notamment au début de leur carrière, dans l'individuel qui correspond à notre début de carrière, et j'ai un acteur en tête en particulier que je ne citerai pas, sinon il va me coller un procès, mais où là, vraiment, tout le monde rentrait, mais il y avait assez peu de sorties, vraiment. Et on a des cas par le passé, mais quelqu'un qui souscrit une assurance individuelle aujourd'hui bancaire, de courtier en crédit, euh, d'assureur FFSA ou mutuelle sans intermédiaire, je m'inscris plutôt en faux, ça paye. Ok, donc là, ça s'est plutôt bien arrangé, ça va plutôt dans le bon Oui, sens, oui, dans le oui, sens oui. du consommateur. Et il y a peut-être eu un mauvais élève, hein, vraiment un. Ok, ok. Donc là, bah, il faut pas hésiter à activer justement les garanties, pas hésiter à poser les questions et essayer de les faire activer. Tu as parlé Et les... rapidement des réassureurs, Christophe. Ouais. J'aurais bien qu'on en parle quelques instants. Il nous reste un petit peu de temps, mais comment il se positionne le réassureur? Parce que là, il voit quand même un marché qui est volumineux, des baisses de tarifs, des risques qui s'accroissent parce que les gens utilisent de plus en plus peut-être les garanties. Moi, je suis rassureur. Comment je me gère là? J'ai quelques sueurs froides ou pas? Ouais, oui. On commence à avoir des réassureurs qui se disent la baisse des prix, c'est sympa, mais il faut quand même. D'abord, pour tout le monde, le réassureur, c'est tout simplement l'assureur de l'assureur, hein. Donc, vous avez des grands de captifs bancaires qui n'ont pas du tout besoin de réassureur, ou alors qui viennent couvrir vraiment un cas très exceptionnel pour pas très cher, c'est-à-dire, on appelle ça couvrir en excess, mais je ne vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui. Et puis, tu as les acteurs de l'extérieur, où là, au contraire, le réassureur est un acteur prépondérant. Je pense même que si la loi autorisait le réassureur à porter le risque et à être assureur aussi en France, tu aurais un certain nombre de grands réassureurs qui seraient porteurs directs. Donc, il y a quand même un gros appétit des réassureurs aujourd'hui sur le marché français, mais ça regarde la baisse des prix avec, dans ce public-là, avec un regard attentif. On parle comme ça dans ce monde-là. C'est extrêmement vigilant sur les mouvements de prix. Après, il n'y a pas de surprise de risque. Le réassureur, il est hyper intéressant parce que comme il est au bout de la chaîne, on a des gens qui pilotent énormément le progrès de la médecine. Okay, le progrès médical. Aujourd'hui, eh ben, on couvre des gens qui ont le sida, en fait. Okay,
Quand on a débuté notre carrière, je pense que ça ne serait venu ni à l'un ni à l'autre au début des années 2000 de la tenter en vrai. Je pense qu'on ne l'aurait pas essayé. Okay, ça fait quelques années qu'on rentre des gens séropositifs. Et ça rentre plutôt pas mal. Des maladies de Charcot, enfin, des trucs, pas spécialement On agréables a, à avoir. Hein, on et a, on arrive à les couvrir. Donc, le réassureur, il nous fournit, nous, rapporté à Digital Insure, c'est un partenaire financier de premier plan, c'est un partenaire tech de premier plan. Et c'est un partenaire autour du progrès médical. Alors, les compagnies aussi, hein, mais selon leur taille, ce n'est pas toujours le cas. Il y a les toutes petites qui sont des grands acteurs de l'emprunteur et là, aucune capacité à suivre le secret médical, le progrès médical. Et en revanche, tu as davantage avec les réassureurs. Hein. Et oui, bien sûr, hein, il y a Mathieu qui réagit sur ma remarque sur évidemment, tu es séropositif, tu ne paieras pas le même prix. Mais là, après, ça devient un arbitrage du client. Il peut mettre un toit au-dessus de sa tête et protéger sa famille. Bien évidemment que ça coûte cher au client. Mais comme le dit d'ailleurs Mathieu, je n'avais pas vu la fin de la phrase, mais il a pu acheter. Hein, ouais, et clairement. et ça peut s'entendre. Alors, il y a des grandes pandémies, il y a des grands. On parle du Covid, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Le Covid, avant de venir, ça commence à jouer. Il y a des gens qui ont eu quand même des vraies problématiques médicales. Il y a eu des décès, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je suis réassurant, je suis assureur. Je prends quand même une grosse claque sur un sujet comme celui-ci. Comment je me protège? Comment je prévois? Est-ce que le consommateur il est bien couvert? C'est quoi les tendances quand il y a demain il y a un tsunami, un gros raz-de-marée? Qu'est-ce qui se passe, Christophe? Alors, il y a plusieurs choses. Du coup, je vais scinder la question. Je prends le Covid en premier. Le Covid en premier, il n'y a pas eu d'impact majeur. D'abord parce que les arrêts de travail, ils étaient évidents, mais comme de toute façon, tu étais confiné, la différence entre le chômage partiel pour ceux qui étaient salariés et l'arrêt de travail, c'était pas hyper évident, à part qui est le payeur. D'un côté, c'était le budget de la Sécu, l'autre le budget de l'État, mais tout ça a été quand même très pris en charge. Donc sur les arrêts de travail, j'ai envie de te dire impact zéro. Ou alors en tout cas, pas statistiquement significatif. Hein. J'imagine que dans le lot, là aussi, on pourrait réagir en disant Covid long, nanana, bien sûr. Mais grande masse et en raisonnant vu d'hélico, zéro impact de l'arrêt de travail. En revanche, sur les décès, je vais essayer de ne pas le dire de manière trop cynique, mais tu as énormément malheureusement de décès sur des personnes très âgées, qui avaient ce que les médecins ont appelé des comorbidités. Et donc, tu avais tout un tas de gens qui étaient, entre guillemets, déjà des candidats pour les prochains mois, les toutes prochaines années, en vérité. Et donc, les statistiques qui sont sorties par la suite, pardon, hein, pour ceux qui ont des proches concernés et tout, j'essaye de doser le truc, mais on avait quand même des gens qui étaient dans la mauvaise direction, okay, qui n'étaient pas bien. Et donc, ceux-là, ils ont pu être appelés 6 mois, 1 an avant, du coup, mais ça ne te déforme pas tes courbes de mortalité. Hein. Ça fait prendre un tout petit peu plus tôt sur des provisions qui étaient là, mais on était sur des choses. Et puis, par ailleurs, et j'aurais dû commencer par ça, comme l'âge moyen du décédé du Covid est très élevé, il n'est pas emprunteur celui-là, en fait. Tu vois, à 70 ans, tu étais censé avoir fini de payer tout ça. Bien sûr, on en a eu dans le lot, hein, mais il n'y a pas eu de tremblement de terre et ça va me faire une passerelle vers ta deuxième question. Là, bien évidemment, que tu as un tsunami qui défonce la France, tu pètes tous les contrats d'assurance emprunteur. Mais le modèle ne prévoit pas ce type d'événement. Parce que là, tu peux même faire chavirer toute l'économie du système. Hein. C'est-à-dire, si tu as un facteur vraiment, un truc jamais probabilisé par qui que ce soit et qui te tue 30 millions de personnes, eh ben, écoute, tu pèteras l'assurance, la réassurance et probablement l'économie du pays avec. Bon, on espère que tu vas rester avec nous jusqu'à la fin, en tout cas. Ouais, moi, par contre, c'est déjà moins improbable qu'un tsunami. Hein. Et t'as pas 70 ans, donc L'extinction de voix est beaucoup plus probable que l'extinction de l'espèce. on a quasiment fini. C'est très gentil, en tout cas, de faire l'effort. Juste, peut-être on peut parler un petit peu de les innovations technologiques. Digital Insure, il y a une connotation très digitale, mais est-ce que c'est la tendance? Est-ce que papier-crayon, ça marche encore? C'est quoi Oh non, l'orientation sur l'assurance emprunteur en réalité? oh Est-ce non, qu'il non, faut ça, tous passer sur le digital? Comment ça fonctionne et c'est quoi les tendances? ouais, c'est full digital et je dis pas ça parce que il y a ce mot-là dans ma marque, mais très clairement, c'est terminé le papier, c'est terminé même en banque, hein, malheureusement, ou chez des courtiers, tu avais ça, tu remplissais le questionnaire avec ton client sur un écran. Ce qui fait qu'en termes de pudeur, c'était pas génial, des fois entre des conjoints, des fois vis-à-vis du banquier. Enfin, j'ai quand même assisté à des scènes dingues où
où le conjoint découvre que son conjoint avait quelque chose qu'il lui avait pas dit. Enfin, c'est impossible. Aujourd'hui, le digital, c'est génial parce que la loi Bélorgey, hein, qui doit dater de peut-être 2004, je ne sais même plus, enfin 20 ans, il y avait la notion de secret médical qui s'est fait renforcer avec ARAS. Le client, il pouvait te demander une enveloppe cachetée. Bah ouais, bah ok, mais quand il était parti, tu pouvais la rouvrir. Si tu n'étais pas honnête, tu pouvais la rouvrir. Ça n'avait aucun sens. Hein. Et oui, c'est cocasse, bien sûr. Quelqu'un est en train de plaisanter avec ça, mais c'est sûr que si le client il est allé voir le médecin pour des hémorroïdes, il a sans doute pas envie de le dire dans une agence bancaire. C'est quand même pas. On sent qu'il y a du vécu quand même là. Ouais, j'ai Sur connu des... ça, ouais, bien sûr. Ah ouais, C'est non. horrible. Le client, il te dit ah oui, mais j'y suis allé pour des hémorroïdes, il faut que je le marque ou pas? Tais-toi, je sais pas, je veux pas savoir en fait. J'en sais rien. Bouh. Ok, donc Tu sortons vois, des et, détails. et, On va peut-être et, et sortir des. ça, on est sur vraiment, déjà, le secret médical pour le client, c'est hyper confortable. Il est le seul à voir ce qui est rempli. Du coup, il dit plus de choses. Des fois, il en dit trop parce qu'on ralentit les processus de sélection. Donc ça, c'est génial. Pour le banquier, bah, on est capable de livrer des process où le courtier, celui qui va être le professionnel qui vend, on va être capable de mettre à disposition des outils qui lui permettent de faire ça en 1 minute. C'est-à-dire, au début de nos carrières, il fallait 20 minutes pour faire un dossier d'assurance emprunteur, c'était hyper pénible. Et encore, si tu n'en comparais qu'un seul, si tu voulais en comparer 3, tu passais 1 heure. Donc voilà, là vraiment, le digital, oui, c'est terminé, c'est chaos, c'est ancré partout, c'est dans le logiciel de crédit. On est vraiment. Je vais prendre une des questions à la volée là parce qu'elle est intéressante. Il y a On est celle du sur le cadre mode. couvert par la prévoyance. Ouais, ouais, c'est super intéressant de dire ça, parce que c'est vrai que dans les modes d'indemnisation, il y a longtemps eu, tu es indemnisé en arrêt de travail. On parle de l'arrêt de travail. Hein. Je ne sais pas si tout le monde voit la question de Gabriel. Euh, euh, la question, c'est quel est le délai et puis comment ça marche pour un cadre qui a une trêve collective. C'est vrai que longtemps, l'arrêt de travail, il était indemnisé dans la limite de la perte de revenus. Dit autrement, moi, je suis cadre d'une société qui a un contrat de prévoyance. Donc, j'ai une couverture à 100%, quasiment. OK. Donc, tous mes crédits à côté, si j'avais des contrats comme ça, ils auraient pu ne pas être couverts puisque je n'avais pas j'avais pas de sinistre quelque part, puisque j'étais couvert. Et bien maintenant, la plupart des contrats sont ce qu'on appelle en forfaitaire, pour 2 raisons. D'abord parce que c'est beaucoup plus lisible du client et accessoirement, c'est plus facile à gérer en fait. Okay, parce que s'il faut commencer à dire ah oui, mais j'ai une prévoyance là, mais c'est qu'un petit bout, puis c'est trimestriel, puis il faut attendre les relevés, machin, tu as des complexités dans la gestion. Et là, pour le coup, il y avait de la réclamation. Hein. Quand j'ai dit tout à l'heure que le marché il était très, très safe, très simple pour le client, c'est vraiment le cas. Et ça, notamment, c'est une des preuves. Ça, c'est, je crois, 100% du marché ce matin et en forfaitaire. Ou à accès. Et donc, quel est le délai pour faire fonctionner son assurance de crédit, Gabriel? Eh bien, c'est très peu de temps, en réalité. Hein, je pense que chez nous, en ce moment, ça se joue quelque part dans les 10 jours. Et comme de toute façon, tu as une franchise de 90 jours, on a très largement le temps d'instruire le cas parce qu'il y a 90 jours pendant lesquels l'assureur ne paye pas. Très bien. Merci beaucoup, Christophe, pour ces précisions. On va closer. Moi, je voudrais juste qu'on vienne sur une dimension un peu internationale. Moi, je suis très cocorico. En France, on est souvent en train de critiquer, c'est cher, c'est complexe, c'est administratif. En attendant, on a des taux d'intérêt qui sont fixes, contrairement à pas mal de monde. On a des assurances emprunteurs qui couvrent plutôt bien. Je parle pas de toute la partie sécurité sociale et médicale. C'est quoi les tendances? Sans aller trop loin, on va pas aller sur les steaks, on va rester uniquement dans les pays limitrophes. C'est quoi les tendances? Comment fonctionnent les assurances emprunteurs chez nos voisins? On peut prendre 3-4 pays, mais je partage complètement ton point. Hein. L'emprunteur, c'est en France qu'il est le mieux. Hein. Il emprunte à taux fixe et s'il y a un pépin de santé, arrêt de travail, il est couvert sur toutes les garanties, ce qui va me faire le pont vers la Belgique. Et en cas de décès, il est super bien couvert. C'est le meilleur marché de France pour d'Europe pour un emprunteur, hein, c'est très clair. Quand bien même certains contrats, il y a quelques années, pouvaient être un peu chers, même globalement, ça restait le meilleur marché de France, d'Europe. La Belgique, c'est de la garantie décès seul, par exemple. Si tu en arrêt de travail, il n'y a pas longtemps, je suis allé voir ce marché, ça m'intéresse un peu. Et le taxi qui me ramène ou le Uber, je dis voilà, comment ça se passe? Vous avez quel âge? 34 ans, ouais, ok. Comment ça se passe si vous avez les 2 jambes pétées là? Ah bah, faudra que je bosse parce qu'il faudra que je paye mon crédit. Ils sont en assurance décès seul. Et donc, je lui dis, donc là, s'il y a un de mon partenaire là, chez qui sort, il vous rappelle et pour 10 balles par mois, il vous met au moins la moitié de la mensualité en arrêt de travail, vous prenez, il me dit, bah direct. J'ai cru qu'il allait se garer, qu'il allait me demander de signer. C'est évidemment, donc vraiment, spécificité belge. L'assurance emprunteur est plutôt très présente, mais spécialement sur le décès. Allemagne, quasi pas d'assurance emprunteur.
Quasi pas, comme en Angleterre, où les Anglais, d'abord, des grands acteurs de la banque ont fait des grosses bêtises et ont pris d'énormes amendes et ça a complètement démutualisé le marché. On fait vaguement des garanties à 5 ans et on revoit dans 5 ans si ta santé n'a pas bougé. Nana. N'oubliez pas qu'en France, tu es rentré dans ton contrat avec une question de santé, mais si ça évolue dans 12 ans et que ton crédit fait 25, tu vas rester. Il y a des pays où tu te fais virer, hein, et l'Angleterre, c'est le cas. Et en Italie, Il nous reste très peu de temps parce qu'on est arrivé sur la fin ah, et il va y avoir une ça se coupure. coupe. Et l'Italie et le Luxembourg pour finir avec de la prime unique que j'aime beaucoup et le Luxembourg où l'État donne un bonus fiscal quand le client s'assure pour assurer la sécurité du système. Donc ça, je trouve que c'est super aussi comme fonctionnement. Il est 45. Super, bah écoute, ça nous rassure en tout cas et on est au bon endroit pour faire de l'assurance emprunteur. En tout cas, merci mille fois Christophe, c'était vraiment passionnant et j'imagine Merci que à vous. l'ensemble des personnes ont apprécié tout autant que nous et on va faire du snacking, on va redistribuer les éléments, les liens pour que vous puissiez le revoir et le visionner à nouveau. En tout cas, merci beaucoup, soigne-toi bien, bonne récupération et puis on se fera un déjeuner à l'occasion quand tu seras remis sur pied. Et puis en attendant, eh bien, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vous souhaite d'excellentes vacances de février pour ceux qui vont en prendre. Et puis, on se retrouve dès le mois de mars, le 7 mars, avec un nouvel invité surprise. Merci Christophe, merci à tout le monde, à tous ceux qui Et ont merci à organisé tous pour vos également. questions. C'était super. Merci. Super, merci beaucoup. Très bonne fin À de journée, bientôt. bonne fin de semaine. Ciao, Au ciao. revoir.